Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les musulmans de France sont choqués, indignés qu'on puisse tuer, soi-disant au nom de leur religion. Beaucoup ont décidé de s'exprimer depuis hier. Et un rassemblement est même prévu tout à l'heure devant la Grande Mosquée de Paris. Est-ce que vous saluez cette mobilisation? Oui, c'est bien. C'est bien. Je voudrais que nos compatriotes musulmans comprennent qu'ils sont en réalité victimes de la classe politique française qui, depuis des années, a condamné ceux qui dénonçaient le fondamentalisme en disant qu'ils étaient islamophobes. Et par conséquent, c'est la classe politique qui est responsable de l'amalgame entre l'islam et le fondamentalisme. Maintenant, nous avons incontestablement besoin de nos compatriotes musulmans pour lutter contre la radicalité qui monte depuis déjà de très nombreuses années dans notre pays, dans l'indifférence générale de la classe politique. Quand on voit qu'une jeune fille de 13 ans a été mariée religieusement sur notre territoire, par un imam donc, eh bien celui-ci doit être dénoncé et il doit être poursuivi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nos compatriotes musulmans sont les premiers à pouvoir nous indiquer et lutter avec nous contre ces dérives fondamentalistes, contre ces revendications qui sont des revendications de radicalité. Vous dénoncez la stigmatisation, mais vous pourriez vous inclure dedans. Pourquoi ? Parce que vous faites partie de cette classe politique. Non. Moi, vous n'avez jamais. Moi, j'ai depuis des années et des années indiqué très clairement que je luttais contre le fondamentalisme. Ouais. Et on m'a répondu à ça, islamophobe, en toutes circonstances. Et j'ai dit, je ne vois pas ce qu'il y a d'islamophobe à dénoncer tous ces morceaux du puzzle dont on voyait déjà l'image qu'elle allait constituer, qui étaient des preuves de radicalité, des preuves de communautarisme, qui est le ferment de cette radicalité et de cette montée du fondamentalisme islamiste. Alors, encore une fois, je tiens la classe politique UMP et PS pour des raisons clientélistes comme responsables de l'amalgame dont sont aujourd'hui victimes nos compatriotes musulmans. Je repose la question. Vous-même, vous n'avez jamais été, vous-même ou les responsables de votre mouvement n'ont jamais été pris en défaut d'amalgame? Non, je crois absolument pas. C'est un peu gros quand même. Ah bon, vous croyez? Non mais, ah bon? pardon Parce de que vous, moi, dire, vous le dire franchement. Non mais permettez-moi de vous dire que moi, quand j'ai dénoncé les prières de rue, et que j'ai dit il s'agit là d'un acte de montée du fondamentalisme, car même en Algérie, ces prières de rue sont interdites. Qui m'a fait le procès en islamophobie? Toute la classe politique. Or, je dis que depuis des années, il y a des signes très clairs, et nos compatriotes musulmans sont les premiers à le dire. C'est eux qui, souvent, subissent les pressions de ces fondamentalistes, qui subissent les critiques, les pressions psychologiques, parfois même physiques. Et ils viennent me le dire, d'ailleurs. Et j'ai eu ce courage-là. Contre tout le monde, le Front National s'est battu contre ce fondamentalisme. Alors, encore une fois, je vous le redis très sereinement, la classe politique est responsable aujourd'hui de l'amalgame dont souffrent les Français musulmans. Vous pensez à quelque chose en particulier, puisque vous accusez ce matin l'UMPS, comme vous dites, de cet amalgame. Vous pensez à chaque fois que nous avons dénoncé le fondamentalisme, la montée de la radicalité, à chaque fois nous avons été par la classe politique accusés d'islamophobie. C'est donc eux qui ont fait un amalgame entre l'islam et le fondamentalisme. Ils en sont responsables. Bon, ça c'est le passé. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes solidaire des musulmans de France? Il y a par exemple une tribune ce matin. Nous sommes aussi de sales Français, sont plusieurs signataires. Je ne sais pas ce que c'est que les musulmans de France, moi. Moi, je sais ce que c'est que les Français. Je défends les Français, quels qu'ils soient. Ils sont plusieurs millions en France, vous le savez très bien. Je défends les Français. C'est l'expression musulman de France qui ne vous plaît pas. Ah oui, je trouve que c'est justement une dérive communautariste qui est insupportable. Aujourd'hui, ils témoignent ce matin dans toute la presse, ils disent « Personne ne peut s'arroger le droit de s'exprimer en notre nom ». Là, ils visent évidemment les terroristes. Est-ce que vous êtes solidaire de tout cela? Moi, j'étais hier à la manifestation, la cérémonie de commémoration pour les harkis. Nous avons toujours été aux côtés des harkis. Et j'ai eu l'occasion de dire à cette cérémonie, à la sortie de cette cérémonie, que le patriotisme n'était pas affaire de religion.
c'est une conviction profonde qui est la mienne. Je pense que les Français doivent être unis face à cette menace que représente le fondamentalisme islamiste. Mais encore une fois, donc il aurait fallu je ne vais pas tomber dans la facilité de ne pas tout de même rappeler à certains les responsabilités qu'ils ont dans l'incapacité depuis des années à lutter sur notre territoire contre ce fondamentalisme. Ouais. Mais ça, c'est le passé. Ça veut dire qu'il aurait fallu une manifestation œcuménique, par exemple? Non, arrêtez avec vos manifestations. La nation tout entière aurait dû, depuis des années, lutter contre le fondamentalisme. Ça n'a pas été fait. On aurait dû arrêter les financements des pays étrangers dont on sait pertinemment qu'ils financent le fondamentalisme, comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite. L'UMP et le PS ont fait l'inverse. Ils ont déroulé le tapis rouge à ces pays. Ils ont ouvert les capitaux, le capital de nos entreprises. Ils ont mis en place même des incitations fiscales pour pouvoir multiplier les investissements de ces pays. Ils ont autorisé ces pays à déverser de l'argent dans nos banlieues, dont l'objectif était évidemment le recrutement et la transformation. Il y a aussi des musulmans en France qui disent: j'ai rien à voir, moi, avec ces terroristes, et je n'ai pas à me justifier. Le désir de clarification est insultant et révoltant. C'est ce qu'on peut lire dans la bouche de nombreux musulmans. Vous les comprenez, ceux-là aussi? Je comprends, mais c'est la conséquence, encore une fois, de cet amalgame. C'est la conséquence de cet amalgame. Donc vous comprenez ceux qui disent: moi, j'ai pas besoin de venir expliquer que je suis pas que islam n'est pas égal à terrorisme. Ah, bah ça, il aurait fallu le faire depuis un certain nombre d'années. Ouais. Parce que les associations ou les regroupements soi-disant représentatifs ont contribué à cet amalgame également. C'était par exemple le Figaro hier, vous avez sûrement vu cette petite polémique sur Internet, qui a fait un petit sondage pour dire: est-ce que la condamnation des musulmans de France est suffisante? Ouais. Vous comprenez la question? Est-ce que ça vous a choqué, cette question? Je pense qu'il y a un certain nombre de Français qui, encore une fois, partagent cette inquiétude et ont besoin de se faire rassurer. Vous en faites partie? Non, je n'ai pas besoin de cela, mais un certain nombre de Français ont besoin de se faire rassurer et d'entendre les Français musulmans se condamner ce type d'agissement. Il y a eu un cafouillage terrible avec le retour des 3 Français soupçonnés d'être djihadistes, retour de Turquie. Alors Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, va aujourd'hui à Ankara pour essayer de ressouder les liens entre les deux pays. Ça vous convainc, cette explication? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème de fiabilité avec nos alliés. Et c'est toute la stratégie d'alliance qui doit être, à mon sens, remise en cause. On ne peut pas s'allier et participer à une coalition en étant main dans la main avec ceux qui aident, qui financent le fondamentalisme. Or, clairement, la Turquie a un comportement pour le moins ambigu dans la lutte contre le fondamentalisme. En laissant revenir ceux qui arrivent de Syrie, par exemple, c'est ce que vous voulez dire? Oui, non, mais il y a énormément d'éléments qui permettent de penser qu'on peut aujourd'hui mettre en cause la fiabilité de la Turquie. Et je crois, pour le coup, que ce qui s'est passé il y a 2 jours en est un élément très révélateur, car que la Turquie n'informe pas la France que l'avion dans lequel sont les djihadistes atterrit à Marseille et pas à Paris et prévient la France après l'atterrissage de l'avion, excusez-moi, mais c'est plus une erreur là, c'est un pied de nez. Premier meeting de Nicolas Sarkozy hier soir. Alors pour lui, si la France va mal, c'est de votre faute, parce que c'est vous qui avez fait élire François Hollande. Regardez hier soir. Je n'ai aucune leçon à recevoir de celle qui, en 2012, a donné un fameux coup de main à son ami François Hollande. C'est la vérité. Cette vérité dérange, mais elle doit être entendue. Madame Le Pen porte donc une responsabilité claire dans le désastre actuel que subit la France. Tout le monde doit assumer ses responsabilités, même elle. Le match Le Pen-Sarkozy est-il lancé ? Il est merveilleux. Il a quand même une tendance assez naturelle à faire porter aux autres ses propres responsabilités, Nicolas Sarkozy. Donc je serais, moi qui n'ai jamais été au pouvoir, à la différence de François Hollande et de Nicolas Sarkozy,
lui pendant presque 10 ans, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République, ce serait moi donc qui serais responsable de la situation de la France. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé à voter pour Nicolas Sarkozy. Ah non, je n'ai pas appelé à voter pour Nicolas Sarkozy. Mais je n'ai pas non plus appelé à voter pour François Hollande. Pour une raison très simple, c'est que je considérais, et je considère chaque jour depuis l'élection de François Hollande, que ces deux-là mènent exactement la même politique et que je savais pertinemment que la situation de la France s'en trouverait dans Vous un saviez cas aussi, Marine Le Pen, qu'en n'appelant gravement, pas à voter pour Nicolas Sarkozy, vous faisiez aussi, vous donniez aussi un petit coup de main à François Hollande. Non, parce que c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au moment j'ai fait mieux que du cela. deuxième tour. Non, mais j'ai fait mieux que cela. J'ai appelé mes électeurs à voter en conscience. Ouais. J'ai laissé une liberté totale à mes électeurs, car moi, je pense que les électeurs sont grands, adultes, intelligents, et que par conséquent, ils ont... Sur ce point très précis, sur ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, parce que c'est pas non plus sorti de nulle part, ce qu'il dit finalement. Non, mais vous savez, nulle part, ça fait 2 ans qu'il rabâche cela pour ne pas se regarder dans la glace. Qu'est-ce qui s'est passé pour les électeurs du Front National au deuxième tour? Vous y êtes forcément intéressé. Mais ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Oui, mais on sait ce qu'ils ont fait. Ah bon, vous savez ce qu'ils ont fait dans l'isoloir, vous? Il y a eu des études qui ont été... Ah, moi, je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas intéressé à ce qu'ont fait les électeurs du Front National? Je ne vous crois pas. Ils sont absolument libres de faire ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai dit, moi, je voterai blanc. Et évidemment... Ouais. Combien ont voté blanc? Mais je ne sais pas, Il y a eu 2 études, une du CSA et d'Ipsos, qui ont dit que 10% seulement avaient voté blanc. Eh bien 50% pour Sarkozy. Eh bien alors, de quoi se plaint-il? Et le reste pour François Hollande. Eh bien, mais oui, monsieur, car le Front National... Donc il y a eu un petit coup de main involontaire, peut-être. Le Front National... François Hollande, c'est pas absurde. Mais arrêtez avec vos analyses. Le Front National est le seul parti qui rassemble les Français. Merci d'en donner la démonstration aujourd'hui. Le seul parti capable de rassembler les Français au-delà de ce faux clivage gauche-droite, c'est précisément le Front National. Car nous rassemblons les patriotes, qu'ils viennent de droite ou qu'ils viennent de gauche, parce que nous avons une vision, nous avons un projet pour la France. J'attends toujours celui de Nicolas Sarkozy. Ah ben on a eu 2-3 idées quand même. Ah, oui, et d'ailleurs... Il chasse un peu sur vos terres, non? Ah oui, ça oui. Buisson a dû bicher dans son fauteuil en écoutant Nicolas Sarkozy. Ouais. Quand il dit, par exemple, on va redonner la parole au peuple, les référendums, on va organiser des référendums pour réduire le nombre de parlementaires, fusionner les conseils généraux et départements. Oui, mais voyez, regardez, la France est dans une situation catastrophique. En a-t-il vraiment conscience, au-delà des mots qu'il prononce? Parce que proposer un référendum sur la fusion des régions et des départements. Moi, permettez-moi, je ne connais pas beaucoup de Français qui, après une agression dans la rue, se disent « Oh, il est urgent de faire un référendum sur la fusion des régions et des départements. » Je ne connais pas beaucoup de Français qui se retrouvent au chômage et qui se disent « Il y a vraiment urgence à organiser un référendum sur le nombre de parlementaires. » Même si, par ailleurs, ces idées ne sont pas à rejeter, et notamment la fusion département-région, c'est une idée du Front National. C'est le Front National qui a proposé cette fusion devant la commission Balladur il y a déjà plusieurs années. Sur les fonctionnaires, quand il dit qu'il faut que les fonctionnaires travaillent plus. Mais est-ce que tout cela est au niveau de la crise de modèle économique, c'est un sujet, quand même, de la crise fonction publique, non? de modèle politique, que la crise de modèle social que nous vivons? Nicolas Sarkozy est dans la politique politicienne. Merci d'avoir annoncé ce débat sur lui en rappelant cette réalité. Il n'a pas tranché sur le mariage pour tous. C'était pas clair, une fois de plus, hier soir. Vous êtes clair sur ce sujet? J'ai été clair depuis le début. C'est-à-dire? Nous reviendrons sur cette loi. Et vous l'abrogerez? Oui, j'abrogerai la loi, oui. Il n'y aura plus de mariage pour tous si vous êtes élu présidente de la République. Il y aura, comme je l'ai annoncé déjà depuis très longtemps, un Pacs amélioré, parce que j'entends les préoccupations d'un certain nombre de couples homosexuels sur la transmission du patrimoine, sur les héritages, sur le maintien dans les lieux. Il y aura donc une amélioration du Pacs, ce que je crois être en réalité la revendication de l'immense majorité des homosexuels. Toute dernière question. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit Brigitte Bardot à votre sujet? Oui. Bon, qu'est-ce que ça vous a inspiré? Elle a dit, on va le rappeler quand même, elle vous a rendu hommage, elle vous aime bien, en gros c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle vous a régulièrement au téléphone. Bon, il y a la formule à la fin qui est un peu familière, que vous pouvez lire, c'est la seule femme, mais elle a une paire de... Est-ce que vous le prenez comme un hommage, comme un geste amical? Comment vous le voyez? Oui, je le prends comme un hommage parce que je pense que ce dont manque la classe politique le plus, c'est du courage. Et c'est de courage, en réalité, dont elle parle. Oui, c'est une façon imagée de dire le courage. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'on s'étonne
que une personnalité comme Brigitte Bardot exprime son amitié à l'égard de Marine Le Pen. On a le droit d'aimer tout le monde, donc si je comprends bien, j'ai même entendu dire que c'était une provocation. Je ne vois pas en quoi le fait d'avoir du respect ou de la considération pour Marine Le Pen pourrait être plus provocateur que d'en avoir pour François Hollande ou pour... Je voulais juste savoir comment si ça vous avait fait plaisir ou pas, si vous l'aviez pris. Permettez-moi donc de lui rendre ses 80 ans. compliments et lui dire que je trouve que c'est une grande, très grande femme. Voilà. Et elle a fait preuve de courage, elle a fait des sacrifices pour les idées auxquelles elle croyait, pour un combat qui est un combat éminemment respectable, qui est celui de la protection animale. Marine Le Pen était l'invitée d'ITélé ce matin, merci beaucoup. Bonne journée à vous, dans un instant, le journal de 8h30.